Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur les deux matchs qu'on a joués en Floride, à Miami, avec un bilan pas si mal au final de une victoire, une défaite, avec déjà deux matchs extrêmement plaisants à regarder, hein. Les deux ont été serrés, combatifs, jusqu'au bout, très très disputés, avec des belles prestations, que ce soit individuellement et collectivement. Mais on avait clairement une belle opportunité d'aller chercher les deux victoires et ça s'est joué à pas grand-chose, notamment ouais, sur quelques actions un petit peu gâchées en fin de match sur le deuxième match, mais on va détailler un petit peu tout ça. Déjà donc le premier match, on avait le retour d'Alex Caruso dans le 5 de départ. On se rappelle qu'il avait loupé le back-to-back avec Milwaukee et Denver, parce qu'il donc, y a toujours cette blessure à l'orteil gauche qui l'emmerde. Et il fait un énorme début de match, il marque le premier shoot du match, il met un 3 points, il en met un deuxième pas longtemps plus tard, et puis des hustle plays, donc du Caruso dans le texte, il est déjà énorme. Mais ça dure 5 minutes, et il ressort déjà sur blessure, parce que sur une action totalement anodine, Vucevic lui marche sur le pied, donc son pied qui est déjà blessé, donc bah, ça a aggravé la blessure, il est sorti, on l'a pas revu de la semaine, donc c'est pénible, parce qu'il a joué 5 minutes sur l'ensemble de la semaine, sur 4 matchs, où tu as quand même un calendrier chargé, et bah, tu peux compter sur Caruso que 5 minutes. Et en plus, c'est pas la première fois cette saison que un coéquipier lui marche sur le pied où il est blessé, et du coup, ça fait que bah, il doit ressortir et manquer encore plus de temps, et donc c'est ultra frustrant. Je crois que c'était Kobe White la dernière fois qui lui avait, sur une lutte au rebond ou quelque chose comme ça, qui lui était retombé sur le pied. Enfin bref, c'est la méga poisse quoi. Mais malgré tout, malgré cette sortie de Caruso précipitée, euh, quelle entame de match! Quelle entame de match incroyable! On se rappelle que il y a un mois de ça, quand Miami était venu à Chicago, il menait 22-1 après 6 ou 7 minutes de jeu, et c'était vachement humiliant. Là, les Bulls, après 6 ou 7 minutes de jeu, menaient 33-8, avec un festival de 3 points dans tous les sens, notamment Kobe White, mais d'autres aussi, avec des Rosanne aussi, des circulations de balles super fluides, ça va d'une main à l'autre, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de oh qu'est-ce que je fais, boum boum boum, ça enchaîne, pam pam, la défense n'a pas le temps de s'adapter. Non, ça a été vraiment vraiment extrêmement fluide, extrêmement précis. Euh, on leur a mis une misère sur ce début de match, et après ça reste Miami, tu sais que même si ils prennent l'eau un certain temps, ils sont capables de réagir. C'est évidemment ce qu'ils ont fait, et ils sont revenus relativement rapidement dans ce match-là, aussi parce que euh, plusieurs fois dans le match, au premier quart-temps, au deuxième quart-temps, on a eu des périodes de 3 4 minutes où on ne mettait plus un panier. Pas forcément. Enfin, la défense de Miami était meilleure, et donc du coup c'était plus difficile, mais on arrivait quand même à trouver des bons shoots, encore ouverts avec des circulations de balles fluides, mais ça rentrait plus, et notamment dans le deuxième quart-temps, on prend un 14-0 quasiment avant la pause, et du coup ça fait que Miami revient à. Ils étaient à 4 points à la mi-temps, 4 points derrière nous, alors qu'on menait 33-8 à un moment donné, donc. On sait comment c'est en NBA, hein, les avances de 20 points, je le dis à chaque fois, voilà, ça disparaît en pas longtemps avec tout le monde qui shoot à 3 points, etc. Et en plus, Miami va provoquer beaucoup de lancers francs, donc du coup, voilà, en cassant le chrono, ils vont chercher des points, donc du coup, ça aide pour faire un comeback. Ceci dit, on est resté un peu devant. Et c'était un peu la même chose au troisième quart-temps, avec Vucevic qui était beaucoup impliqué, notamment Kobe et Ayo qui lui ont donné d'excellents ballons à l'intérieur. Il a joué les post-up, il a trouvé les mecs qui partaient dans les cuts. Donc on a un peu poursuivi sur notre lancée dans ce troisième quart-temps. Ayo a été encore très très bon avec des lobes dans tous les sens. Comme on le dit à chaque fois, il est jamais meilleur que quand il arrive lancé au cercle en transition ou sur jeu placé, pour aller finir au panier, parce que bah, il a une panoplie de layups qui est assez étendue, et du coup il a une très très bonne finition. Le problème, c'est que malgré toutes ces bonnes choses offensivement, défensivement, on a eu beaucoup de mal à faire les close-out sur les 3 points adverses. Miami, drive, kick, 3 points. Drive, kick, 3 points. Drive, kick, 3 points.
des Kyle Lowry, des Duncan Robinson, des Kevin Love, on les a laissés enchaîner les 3 points dans tous les sens. Et du coup, c'est pour ça que après 3 quarts, il y avait encore que 5 points d'avance pour nous. Et même au quatrième quart-temps, où Kobe a été excellent, et il faut insister sur ça, il est toujours sur cette série de 3 points phénoménale, et on reviendra sur ça plus tard. Et peut-être que les années précédentes, Kobe White se serait dit, bon, bah, je suis en feu à 3 points, je vais continuer à 3 points. Sauf que là, il débute le quatrième quart-temps en multipliant les attaques du cercle, les drives en force où il dépasse tout le monde sur son premier pas. Duncan Robinson, dans le vent, Laurie, dans le vent. Et il va finir au cercle. Il en met 4 dans les premières minutes du quatrième quart-temps. Euh, et quand il est bien bloqué, il trouve Vucevic à l'intérieur. Bref, il fait un match, mais pareil, on va revenir un peu plus en détail sur ça après, mais son match était excellent et à ce moment-là du match, il est clairement le principal protagoniste du fait qu'on est encore devant, même si bah, on laisse encore des espaces à Miami pour bah, s'offrir une chance de revenir dans ce match-là. Il faudra attendre les 5 dernières minutes à peu près pour enfin euh, blinder la raquette. Et quand un joueur drive, boum, on est 3-4 autour de lui, on empêche la ressortie de balle, on a des mains actives, on coupe les lignes de passe, on se crée des transitions avec encore Ayo Dosunmu qui en plus va planter 2 paniers à 3 points dans les dernières minutes en guise de dagger pour bien clouer ce match. Et au final, on s'impose 124-116. C'est seulement la troisième victoire à l'extérieur cette saison, mais la prestation d'ensemble est vraiment intéressante, quoi. Collectivement, c'était top. 32 passes décisives sur 45 paniers. Donc là, on les enchaîne pas, mais il y a de plus en plus de matchs à au moins 30 passes décisives. Donc c'est quand même signe que ça progresse dans le bon sens. Et encore plus quand tu as que 8 ballons perdus, donc 32 passes sur 45 paniers et 8 ballons perdus seulement, c'est très fort. Seul petit bémol offensivement sur ce match-là, c'est l'adresse au lancer franc. C'est très bien d'aller 30 fois au lancer franc, c'est beaucoup moins bien d'en mettre que 20. On a laissé des points sur la ligne qui auraient pu nous permettre d'être à l'abri plus tôt dans ce match-là. Et bon, au final, on gagne le match, on se sort bien, donc du coup, ça passe un peu. Euh, voilà, on n'en parle pas trop, mais ça reste quand même un souci. Alors que d'habitude, on est une équipe qui rentre beaucoup de lancers francs, qui a une bonne adresse au lancer franc. Donc voilà, sur ce match-là, ça nous a fait un petit peu défaut, mais heureusement, on a quand même réussi à aller chercher la victoire. Kobe White, mon Dieu, mais quel match. En ce moment, enfin, ça fait je sais pas combien de vidéos de suite qu'on le dit, hein, que Kobe White est monstrueux, qu'il enchaîne les prestations extraordinaires. Mais celle-ci, en termes d'intelligence de jeu, de QI, basket, il a été mais extraordinaire. 26 points, 9 sur 20 au shoot, 4 sur 11 à 3 points, donc il continue sa série à 3 points, 7 rebonds, et un record cette saison de 11 passes décisives, mais à chaque fois sur des caviars incroyables, des drive and kick, il trouve le mec qui est démarqué à 3 points à l'opposé, ou il drive et il trouve l'intérieur qui a su s'écarter comme Drummond à un moment qui claque un super dunk. Euh, ou en cut, à un moment il y a un super cut de Torrey Craig où voilà, il est pile dans l'axe, il lui donne une super passe. Non, franchement, il a imposé le tempo, il a été en maîtrise totale de ce qu'il faisait. Ça rappelle un peu des Rosanne, des fois tu sais, tu te dis, je vais aller à tel endroit et personne ne va m'en empêcher. Je fais ce que je veux, là c'est là que je veux aller et je vais y aller. Et là, Kobe White, c'était, voilà, exactement la même chose. Je vais donner le ballon là, je vais prendre ce shoot là, je vais attaquer le cercle et personne ne va m'en empêcher. Maîtrise totale. Et il est devenu, sur ce match, pour l'anecdote, le troisième joueur de l'histoire de la NBA, Kobe White, à prendre son millième rebond et à faire sa millième passe décisive dans le même match. Donc voilà, plus de 1000 rebonds, plus de 1000 passes décisives pour Kobe White en NBA. Et sur ce match-là, donc voilà, il a été absolument phénoménal. Et il y en a un autre. Et oui, il va falloir en parler. Ayo Dosunmu, extraordinaire sur ce match-là. Euh, 3 jours après son 0-0-0-0-0-0-0-0 contre Milwaukee, où il avait bouffé des critiques hallucinantes, où il y a même des types qui disaient mais il a même pas sa place en NBA, c'est quoi ce mec, il a pas de talent, rien, il sert à rien.
J'aimerais bien savoir où ils sont maintenant, ces gens-là, parce que là, après le match qu'il nous a sorti, où il a été, mais oh là là, tout le long du match, euh, extraordinaire. Hein. Un record cette saison de 26 points, 10 sur 12 au shoot, donc 3 sur 4 à 3 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, et le seul zéro qu'il a eu ce soir-là, zéro perte de balle. Comme Kobe White d'ailleurs. Les deux ont cumulé zéro ballon perdu, en plus de 35 minutes chacun. Fabuleux. Quand tu as deux jeunes joueurs qui ont un rôle important à la main, enfin, c'est une équipe de Miami qui est quand même pas pas la pire équipe défensive pour t'emmerder, te perturber, te faire perdre des ballons. Que ces deux joueurs-là cumulent zéro perte de balle, c'est très 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 fort. Et Ayo a été euh, excellent dans tout ce qui est prise de décision, attaque du cercle énergique, comme on le dit à chaque fois, adresse à 3 points. Et il a été excellent en après-match parce que déjà, tu vois Kobe et Ayo qui se prennent dans les bras après le match. Et Ayo dira ensuite en interview que pour lui, la progression de Kobe White au fil des années, c'est quelque chose qui le motive et c'est un exemple pour lui de voir à quel point Kobe, il a eu des critiques aussi, plein de fois où les fans ou plein de gens disaient il faut le trader, il sert à rien. Kobe, il a fermé sa gueule, il a bossé, il a progressé comme un malade. Son ball handling, son shooting, sa défense, son QI basket. Et on voit aujourd'hui à quel point voilà, il a vraiment éclaté. Et, euh, et voilà, Ayo dit, pour moi, c'est un exemple, c'est une motivation pour faire la même chose sur mes prochaines saisons aussi. Et tu vois qu'il y a, par rapport à l'année dernière, Ayo, il est quand même à un autre niveau sur cette saison. Donc, clairement, il est sur la bonne voie. Il a aussi parlé de Peter Patton, le shooting coach qu'on a fait venir cet été. Kobe White, on avait déjà parlé dernièrement et on en avait parlé dans une vidéo précédente. Mais voilà, il parlait du travail qu'il fait au quotidien pour améliorer son shoot. Et même si, encore une fois, il est jamais plus dangereux qu'en transition ou quand il attaque le cercle, il y a quand même du progrès au niveau de son shoot et c'est quelque chose de très très intéressant. Et justement, donc il a mis 2 paniers à 3 points dans la dernière minute du match. Et sur le dernier, il se retourne et il fait le signe 3 points comme ça juste derrière lui parce que dans ce coin-là du terrain, il y avait Joachim Noah et Carlos Boozer qui étaient venus là voir le match. Et il en a parlé aussi, il a dit qu'il a fait ce geste en direction de Joachim Noah en lui montrant les trois doigts comme ça parce que Joachim Noah a été une aide et un soutien précieux pour Ayo Dosunmu dès sa saison rookie. Ayo explique qu'à chaque fois, il lui parle, il lui donne des conseils, il est tout le temps là pour l'aider. Et là, tout le long du match, il était au bord du terrain et il l'applaudissait, lui donnait des conseils, lui disait prends ce shoot, attaque le cercle, etc. Et donc voilà, il disait il a que de l'amour à donner à Joachim Noah et donc voilà, il voulait lui rendre hommage en faisant ce signe-là. Et c'est énorme déjà de voir Noah sur le bord du parquet à chaque fois qu'il y est pour un match des Bulls. Mais quand en plus des jeunes joueurs de l'équipe te disent voilà, il est là derrière toi, il te pousse, il te motive, il te donne des conseils et tout, c'est que du love pour Joachim. Et enfin voilà, on peut que respecter et admirer ça de sa part. Il n'était pas là malheureusement au deuxième match. Ça aurait pu peut-être nous servir parce que sur ce deuxième match, bah forcément Miami s'est adapté hein, défensivement. C'est à ça que servent tu sais, quand tu joues deux fois la même équipe au même endroit, comme là c'était le cas, ou quand Miami est venu jouer 2 matchs de suite à Chicago, souvent les joueurs, les coachs disent c'est un peu comme une série de playoffs parce que voilà, tu joues la même équipe 2 jours, enfin 2 fois de suite. Et entre-temps, bah, voilà, tu regardes ce qui s'est passé, tu t'adaptes. Et c'est exactement ce que Miami a fait. Et ils sont excellents à ça. Ils ont un des meilleurs coachs de la ligue, ils ont un des meilleurs coaching staff de la ligue. Et puis ils ont des joueurs extrêmement intelligents. Donc ils s'adaptent défensivement. Euh, Notamment Jimmy Butler qui systématiquement sur ce match-là va chercher à se retrouver en 1 contre 1 face à Kobe White pour profiter de son avantage de taille et le jouer en post-up, provoquer des fautes. Et tout le long du match, le hit va multiplier les pick and roll, les drives, les lancers francs provoqués. D'ailleurs, Patrick Williams va faire 2 fautes dans les 30 premières secondes du match. Et Miami va défiler au lancer franc. Beaucoup mieux démarrer le match que le premier où ils étaient menés 33-8. Là, cette fois-ci, c'est eux qui prennent de l'avance avec aussi une grosse adresse à 3 points parce qu'on a eu beaucoup de mal à contenir Kevin Love notamment. 4 sur 4 à 3 points au premier quart.
Et il en met un sur la première possession du deuxième quart-temps. Donc il est à 5 sur 5 à 3 points. Billy Donovan prend temps mort direct. Après 13 secondes dans le deuxième quart. Et derrière, on va à notre tour s'adapter et faire de meilleurs close-out sur lui. Parce que là, il était à 5 sur 5 et avec des boulevards. Parce qu'on se focalisait un peu trop sur Jimmy Butler. Euh, Derrière, un peu, on est derrière tout le long dans ce match-là. Malgré une bonne adresse extérieure où Torrey Craig, qui justement avait remplacé Patrick Williams pour son problème de faute, est excellent. Il enchaîne lui aussi les 3 points. Euh, le problème, c'est que beaucoup trop souvent dans ce match-là, euh, on va switcher défensivement. C'est un truc dont on avait déjà parlé dans une vidéo il y a une semaine, 2 semaines de ça, où les Bulls switchaient systématiquement en défense et c'était pas bon parce qu'on se retrouvait avec des mismatchs. Et face à Miami, qui est une équipe élite dans la ligue pour exploiter le moindre mismatch, bah forcément, en permanence, on a des difficultés pour faire un stop, quoi. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une équipe de Miami qui a multiplié les lancers francs parce que voilà, que ce soit Jimmy face à Kobe, que ce soit plein d'autres comme ça, ils ont exploité tout ce qu'ils pouvaient exploiter pour se retrouver dans des situations de 1 contre 1 où ils attaquaient le cercle et provoquaient des fautes. Et voilà, non seulement nous, on fait beaucoup trop de switch au lieu d'essayer de passer sous les screens, etc. Mais en plus, derrière, c'est toujours pareil, c'est la double faute parce que tu te mets pas dans les meilleures dispositions défensivement en faisant ces switches. Et derrière, tu fais des fautes pour essayer de rattraper, mais en fait, tu offres juste des points à Miami, quoi. Donc au fil du match, en plus, on perd Torrey Craig avant la mi-temps parce qu'il se blesse au pied sur une action un peu anodine ou en retombant en fait sur un shoot ou sur une attaque du cercle. Il, il y a quelque chose qui a tourné dans son pied droit et du coup il est parti au vestiaire en boitant. Il n'est pas revenu. Et donc du coup, tu sentais qu'au fil du match, dans la deuxième mi-temps, on perdait un peu en intensité. On était battu sur tous les hustle plays. Et Miami, petit à petit, bah, voilà, non seulement conservait son avance, mais commençait un peu à, à, à l'améliorer. Je commence à perdre mes mots, c'est la fatigue ça. Euh, mais euh, malgré encore une fois, voilà, une bonne adresse, on arrive à rester dans le match, mais tu sens quand même que Miami est sur le meilleur momentum, tu vois. Il y a beau avoir eu des super shoots de Kobe White, et ça aussi on va revenir dessus, la fin de match, elle est compliquée. Elle est très compliquée parce que sur 4 possessions de suite, dans les 2 dernières minutes du match, on concède un rebond offensif. Alors qu'on est, je crois, dans le top 10 des équipes qui prend le plus de rebonds offensifs. De l'autre côté, sur les rebonds défensifs, on est à la rue. Et là, on a laissé trop de rebonds offensifs à Miami. 4 possessions de suite dans les 2 dernières minutes. Donc forcément, dans un match ultra serré comme ça, bah, c'est compliqué. Tu te compliques la vie. Et même si DeRozan multiplie les shoots clutch d'un côté, que Kobe White a pris feu après un début de match compliqué, et ben, tu te retrouves dans une situation pénible. Euh, et dans les 30 dernières secondes, bah, ça va nous coûter. Parce que DeRozan perd la balle avec une prise à 2 qui arrive sur lui. Et il n'arrive pas à ressortir la balle. Il la perd, ça emmène une contre-attaque où Kyle Lowry égalise sur un lay-up. Donc il y a 116 partout. Derrière, on ne prend pas de temps mort. On fait dérouler l'action. La balle arrive dans les mains de Vucevic qui est tête de raquette. Et au lieu de faire circuler la balle, ce qui était, j'imagine, le truc prévu à la base, la balle circule, hop, ça arrive dans les mains de Vucevic qui décale. Non, il décide de garder la balle en main. Le close-out vient sur lui, il l'attend et il le feinte pour partir au cercle. Il va au cercle et là, il tente un lay-up main gauche qui ressort, je ne suis même pas sûr qu'il touche le cercle, je crois que ça touche la planche derrière et ça repart de l'autre côté. Et derrière, bah, Miami récupère le rebond, remonte la balle, Jimmy Butler euh, temporise, obtient le switch pour se retrouver une fois de plus sur Kobe White, step back en mid-range, sur le buzzer, switch. Et Miami nous tape au buzzer 118-116 sur ce shoot au buzzer de Jimmy Butler. Et même Vucevic le reconnaîtra après le match, c'était clairement pas la meilleure option. Soit il pouvait ressortir la balle, soit il pouvait
faire un dribble de plus. C'est ce que lui a dit hein, après le match en interview en disant j'aurais pu faire un dribble de plus et m'approcher encore plus du cercle pourquoi pas essayer de la dunker. J'aurais pu ressortir la balle. Mais c'est vrai que quand tu as un DeRozan qui est en feu et qui est connu pour être ultra clutch, quand tu as Kobe White qui a mis 4 paniers à 3 points sur le quatrième quart-temps, donc les deux joueurs principaux qui sont sur une super adresse sur ce match-là, et que le tir va à Vucevic, main gauche, qui n'est pas sa bonne main en plus, eh, eh, merde quoi. Merde, parce qu'avec les bons efforts que tu as fait, et tu avais encore une chance de gagner ce match, malgré 4 rebonds offensifs concédés en 4 possessions, ah, ça la fout mal quand même, ça la fout mal, parce que tu avais vraiment de quoi aller chercher ce match-là, même si tout n'a pas été parfait défensivement. Ah, tu pouvais aller la chercher, tu pouvais aller la chercher, et c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas repartir de Miami avec 2-0. Tu repars avec 1-1, ce qui n'est pas dégueulasse, mais c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y avait la possibilité d'aller chercher les deux. Mais ceci dit, sur cette double confrontation à Miami, on a quand même vu de super choses offensivement et on a vu nos jeunes vraiment être excellents. Kobe et Ayo sur le premier match, ils ont montré des super trucs. Patrick Williams sur ce match-là, oh là là, Patrick Williams, mais c'est peut-être un de ses meilleurs matchs aux Bulls. Extraordinaire. Sorti assez rapidement parce qu'il a fait 2 fautes coup sur coup dans les 30 premières secondes du match, mais quand il est revenu, mon Dieu. Il a mis un coast-to-coast poster dunk sur la tranche de Jamie Raquez. Oh, c'était énorme. Parce que souvent, tu le vois partir au dunk et il se fait contrer. Ou il l'éclate sur le cercle. Sur le premier match, d'ailleurs, il y a un moment où, dans le premier quart-temps, quand Miami est en train de revenir petit à petit, où Patrick Williams, il part au cercle et il est contré par Ken. Alors qu'il est comme ça, il part pour l'éclater à une main, mais il se fait bâcher. Là, ouf, ouf, il prend le rebond d'un côté, coast to coast, il dépasse Duncan Robinson et il va fracasser le dunk sur la tronche de Raquez. C'était énorme. C'était énorme. Et derrière, ça l'a mis dans une confiance énorme. Il a enchaîné de ouf. Des 3 points dans tous les sens, des mid-range, des shoots ultra soyeux, notamment dans le troisième quart-temps. Drive, ligne de fond, shoot à une main à la Kawhi. C'était fabuleux. 25 points, 8 sur 10 au shoot, 4 sur 5 à 3 points, 5 sur 5 au lancer. Que demande le peuple? Il va provoquer, il est agressif, il est énorme, il rentre la grande majorité de ses shoots, il est dans une confiance absolue, il est clutch. C'est trop bon. 4 passes décisives, il a tout fait. Il a tout fait. Défensivement, oh là là, des close-outs, de l'impact, du physique, des contests, oh là là, extraordinaire. Patrick Williams, sur ce match-là, ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, propre. Là, tu me fais ce genre de match-là, 8 fois sur 10, extraordinaire. Allez, 8 fois sur 10, parce que tu peux pas le faire tous les soirs, hein, l'accumulation des matchs, les fatigues, les back-to-back, tout ça. C'est impossible à faire tous les soirs. Mais ça, 8 fois sur 10, ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Kobe White, il finit avec 22 points à 7 sur 15, 4 sur 10 à 3 points, 7 rebonds, 5 passes, 0 points à la pause, 4 points après 3 quarts-temps, donc ça a été compliqué à se mettre en jambes, il a loupé quelques lay-ups, il a loupé des 3 points, mais 18 points, dont 4 3 points dans le quatrième quart, donc c'est là que tu te dis, ça aurait été bien de lui filer la balle peut-être. Et donc sa série de 3 points continue, c'est son 14e match consécutif avec au moins 3 paniers à 3 points inscrits. Il n'y a que 4 joueurs qui ont fait au moins aussi bien dans l'histoire de la NBA. Steph Curry, James Harden, Duncan Robinson qui était en face, et Fred VanVleet. Voilà. Qui ont fait au moins 14 matchs ou plus avec 3 paniers à 3 points inscrits de suite. Bah voilà, ça te place une performance quand même, parce que faire ça sur une telle longévité, Kobe White, on a souvent dit que c'était pas le mec le plus régulier. Là, depuis un mois,
oh là là, quel carnage. Carnage phénoménal qu'il est en train de nous faire. Et c'est tellement kiffant pour lui, pour la franchise, de se dire, voilà, nos jeunes, ils sont en train de cartonner. Ça fait grave, grave plaisir. Kobe, Patrick Williams, Ayo, tout ça, c'est énorme. Et en plus, voilà, quand t'as sur le premier match, Vucevic qui a été énorme avec 24 points, 12 rebonds, 5 ou 7 passes, je sais plus, il était pas loin du triple-double, avec une super adresse. Là, sur ce match-là, c'est DeRozan qui a été extraordinaire et ultra clutch en plus. 27 points, 9 sur 13 au shoot, 8 sur 9 au lancer, 3 rebonds, 5 passes, 3 contres et, des super contres en plus. Il en a mis, mais des énormes. Voilà, ce corps-là, mais tellement kiffant, tellement kiffant. Par contre, il faut quand même en parler un petit peu. Il y a des gars comme Drummond, comme Javon Carter, comme Dalen Terry, dont l'impact en ce moment, il est très, 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 très limité. Très peu d'adresse, notamment pour Carter. Beaucoup de fautes un peu à la con pour Terry qui semble perdu en défense. Drummond, un peu moins d'impact sur ces deux matchs face à Miami, alors que Adebayo était absent sur les deux matchs quand même. Donc ouais, c'est dommage et c'est encore plus dommage si Caruso et Torrey Craig manquent les prochains matchs. Caruso, Billy Donovan disait qu'il espère qu'avec un peu de repos dans les prochains jours, ça peut lui permettre de revenir assez vite. Il pense pas que ce sera une absence de longue durée. Mais bon, si à chaque fois qu'il revient, quelqu'un lui retombe dessus et que ça aggrave la blessure encore plus, bah du coup, voilà, j'imagine qu'il jouera pas cette nuit à Philadelphie. Torrey Craig, on n'a pas eu beaucoup plus d'infos. D'ici que je poste la vidéo, on devra en avoir plus, j'espère. Mais faut voir ce que ça va donner. Mais si les deux manquent, ce match-là, la réception des Lakers mercredi, il va falloir que le banc, ça se booste un peu plus. Hein. Il va falloir un peu plus de Drummond, de Javon Carter, de Torrey Craig, pas Torrey Craig, de Julian Phillips, qui n'a joué que 2 secondes sur ce match à Miami, et de Dalen Terry. Il va falloir plus d'impact parce que sinon on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés, parce que là c'est du lourd. Donc Philly cette nuit, pour terminer le road trip, espérons-le sur une bonne note, mais c'est quand même compliqué, surtout que si Kobe White il est chaud en ce moment, Joel Embiid, vous irez voir ses stats là sur les 10 derniers matchs, c'est... ça fait peur, ça fait flipper, mais vraiment, vraiment. Donc on va se serrer les fesses et on va espérer que ça se passe bien. Et ensuite, retour au United Center à partir de mercredi, où on a 6 matchs de suite de mémoire au United Center, avec donc les Lakers. On aura aussi Cleveland avant Noël. On a San Antonio jeudi avec la venue de Wembanyama. On aura Indiana aussi. Enfin bref, voilà. On a le temps de voir. D'ici là, voilà, on va espérer que ça se passe bien à Philadelphie cette nuit, que Caruso et Craig soient capables de tenir leur place. Et que nos jeunes continuent de carburer, parce que c'est ça qui est l'important en ce moment, c'est que nos jeunes carburent, ils montrent qu'on peut compter sur eux pour la prochaine phase du plan de la franchise. Parce que quand les trades vont se mettre en route, voilà, on pourra se dire, ok, Ayo, Kobe, P. Will, eux, on peut compter sur eux. Donc voilà. Philly ce soir, Lakers mercredi, back to back. Je sais pas quand je fais la prochaine vidéo, si j'attends le C3 là, si je la fais juste après Philadelphie. Mais en tout cas, voilà, on se tient au courant très très bientôt. Il y a le baromètre des Bulls là, qui paraît aujourd'hui. Il y a les recaps à chaque match. Donc voilà, on se tient au courant. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.